Comme guest speaker, Madame Nadia Ounaïs, qui est une franco-tunisienne et qui est directrice actuellement, des relations extérieures à l'Institut océanographique de Monaco. Donc, Madame Ounaïs, nous la remercions d'avoir accepté d'être parmi nous pour parler du slogan de l'Institut, qui est d'autre que aimer, faire connaître et protéger l'océan. Tout à l'heure, nous allons parler des actions et des enjeux de tout ça. Pour le moment, nous avons à vous dire nous avons choisi ce thème très important pour nous, de faire connaître encore les océans, parce que juste pour rappeler que les océans représentent environ 70% de la surface du globe. Donc c'est très important pour cette planète. Aussi, ils absorbent entre 25 et 50% du CO2 présent dans l'atmosphère. Donc c'est vraiment les poumons du globe. Et aussi, ils arrivent à nourrir 3 milliards pour le moment d'individus sur la Terre. Donc ça participe énormément pour fournir de la nourriture. C'est des chiffres justes pour dire que c'est très important. Et pourquoi c'est important et pourquoi c'est très intéressant. Donc on va débattre tout ceci dans la suite. Donc sans trop tarder, je vais céder la parole à Olivier pour interviewer Madame Ounaïs et pour enclencher le débat. Voilà. Je te passe la parole, Olivier. Merci beaucoup, Mehdi. Merci de nous aimables. Merci à la Tunisie de nous accueillir et de nous donner l'occasion dans le cadre de la saison bleue et de ce club bleu. Donc c'est le deuxième webinaire. Le premier était consacré à la gouvernance des océans et aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Nadia Ounaïs qui dirige aujourd'hui les relations internationales de l'Institut océanographique Fondation Albert Ier, Prince de Monaco. Merci. Bonjour Nadia. Bonjour tout le monde. J'en profite pour vous souhaiter à tous la bonne année et je suis très heureuse et fière d'être parmi vous aujourd'hui. Absolument. Merci de faire partie de cette petite équipe qui est suivie par des centaines de membres de ce club bleu qui réunissent des passionnés de la mer, qu'ils soient scientifiques, qu'ils soient navigateurs, économistes, ou dans des responsabilités comme les vôtres, partout les sujets des océans. Mehdi Benage l'a rappelé, sont des sujets essentiels. C'est les sujets de la planète. Je suis heureux que nous puissions être ensemble quelque temps, d'abord parce que vous réalisez un peu notre rêve, que celui d'une discussion entre les deux rives, c'est-à-dire qu'il ne soit pas uniquement de penser l'océan ou les mers de la rive nord avec des solutions qui seraient valables pour tout le monde, mais vous qui êtes né de l'autre côté et qui maintenant à Monaco depuis, je dois vous rappeler quand même 1990, ça fait 30 ans, hein, joyeux anniversaire, avez des fonctions différentes à l'Institut océanographique, vous avez été adjoint au directeur du musée océanographique, vous avez été directeur opérationnel de cet institut, vous avez été conservateur de l'aquarium, et je pense que beaucoup de nos amis qui nous écoutent ont visité l'aquarium du musée océanographique de Monaco. Donc, vous avez une vision extrêmement prospective et large sur la mission de cette institution, au meilleur sens du terme, de cet institut. J'aimerais bien, Nadia, que vous puissiez nous dire comment d'ailleurs vous êtes tombée dans la mer. C'était assez logique pour une jeune Tunisienne, mais comment c'est né? Je sais que vous êtes une spécialiste, enfin, vous avez été une spécialiste de la dorade en un temps. Et qu'est-ce qui fait qu'on la traverse pour tout d'un coup avoir les fonctions qui sont les vôtres? Cet institut dont je rappelle qu'il est dirigé par Robert Calgagno, que j'aurai l'occasion de rencontrer dans quelques jours avec vous-même. Bon, d'abord, habitant en Tunisie, parce que je suis franco-tunisienne, mais j'ai quand même vécu 22 ans en Tunisie avec 1200 km de côte. Et il faut savoir que plus de 30 ans en arrière, il n'y avait pas tant de distractions que ça, donc c'était le sport et pour moi c'était la mer. Alors aucun de mes deux parents n'était amoureux de la mer, mais ça a été la mer. J'avoue, j'ai commencé par la pêche sous-marine pour très vite avoir plus envie de les regarder, les poissons, plutôt que de les tuer. Et puis comme tous les jeunes de mon époque, je suis l'époque Cousteau, il m'a fait rêver, et il m'a fait découvrir le milieu et j'ai dit c'est ça que je veux faire, je veux mettre la tête sous l'eau.
aux grandes dames de mes parents qui me disent « Oh, la Tunisie, c'est le début, ça va être un peu difficile, tu feras prof. » Je dis « Non, non, je veux faire comme Cousteau. » Et le seul moyen à l'époque d'y arriver, avec les formations, parce qu'on avait les formations qu'il fallait en Tunisie, c'est de passer un premier diplôme en Tunisie, obtenir une bourse pour pouvoir aller continuer à faire mon doctorat en France. Vous avez fait de la biologie là, en Tunisie, hein? J'ai fait de la biologie et puis je me suis spécialisée en océanographie, un DEA d'océanographie, et puis une thèse sur la dorade. Justement, à l'époque, la dorade, eh bien, on ne la trouvait pas dans nos assiettes, enfin si, on la trouvait, mais c'était des dorades sauvages. On savait cultiver et on savait reproduire le loup, tout le cycle du loup, mais pas du tout la dorade. La dorade mourrait à 10 jours de vie. Nadia, la perception que nous avions de l'océan et des sujets maritimes il y a 30 ans, quand vous commenciez à l'Institut océanographique, est-elle très différente de celle d'aujourd'hui? Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que c'est un sujet que porte la société civile, l'opinion publique la plus large? Absolument. Et je vais même vous dire plus, le métier que j'exerçais au début a totalement changé. Tout a totalement changé. D'ailleurs, même maintenant, lorsque je mets la tête sous l'eau dans mon pays, eh bien, ça a également totalement changé. Effectivement, il y a 30 ans, on ne voyait que le rêve, l'aventure, la découverte, les recherches. On n'avait pas conscience vraiment du danger. Et c'est qu'en venant au musée océanographique, pas du tout d'ailleurs pendant ma première carrière d'aquacultrice, que j'ai eu ce sentiment-là. Là-bas, au contraire, j'étais plus dans une notion de production intensive pour limiter les coûts, faire beaucoup de poissons. Donc, j'étais vraiment pas dans ce système-là. Et en arrivant au musée océanographique, effectivement, j'ai commencé à regarder les choses différemment, mais j'ai vu le regard des gens et la mentalité des gens changer, mais très, très lentement. Je dirais vraiment que j'ai senti un espèce de soubresaut il y a 5-6 ans. 6 ans, on parle de changement climatique, on sait ce que ça veut dire, mais il y a 10 ans, vous regardez avec des yeux ronds, les animaux, c'était des animaux presque de loisirs, on ne comprenait pas l'importance de l'océan. Le commandant Cousteau nous a ouvert les yeux sur ce qu'il y avait sous l'eau, mais son importance, il a commencé à en parler, d'ailleurs le prince Albert Ier aussi, mais je pense que oui, la société civile s'est emparée du sujet et les citoyens se sont emparés du sujet, et ça c'est très bien, c'est d'ailleurs notre mission. Alors, justement, ce qui est fascinant et la réputation que Monaco a, c'est pas uniquement un casino, c'est justement, elle tient beaucoup à cette dimension océanographique. Quelle était l'intuition du fondateur, le prince Albert Ier? Comment s'est né l'Institut océanographique et quelles ont été les étapes qui nous mènent à aujourd'hui? C'est totalement extraordinaire. C'est un homme extraordinaire. On parle beaucoup de Cousteau, mais on l'oublie. Le prince Albert Ier, ce prince navigateur, ce prince visionnaire, qui a consacré presque toute sa vie aux océans. Il a fait une carrière de navigateur, marin, et fasciné par des scientifiques comme Alphonse Milne Edwards, il a voulu faire pareil et sillonner les mers du globe pour aller découvrir cet océan. Donc, à bord de ces 4 navires, Princesse Alice 1 et 2, Hirondelle 1 et 2, eh ben, il a fait, je veux dire, il s'entoure de tout un état-major scientifique et va découvrir un peu le monde en inventant des instruments de mesure, en faisant des collectes et en découvrant des centaines et des centaines d'espèces. Et ce qui est extraordinaire, donc c'était vraiment la passion de sa vie, c'est qu'il avait déjà une vision pluraliste, c'est-à-dire que quand il partait dans ses expéditions pour une cause bien précise, eh bien, il avait avec lui à bord pas seulement des scientifiques, des techniciens, mais aussi des artistes. Il a toujours lié l'art et la science, et ça, c'est un point très important pour la façon dont nous présentons les choses ici, pour sensibiliser les gens. Donc, ça fait 100 ans. Et il a été le précurseur, ça a été le premier à dire qu'il y avait de la vie sous les grandes profondeurs. On l'a pris pour un fou, mais c'était lui le premier. Il avait été au Spitzberg en 1906 où il avait fait une photo. L'actuel prince Albert II y est retourné 100 ans plus tard et il a fait la même photo. C'est tout simplement saisissant. Visionnaire, vous imaginez, 100 ans en arrière, si on avait pu agir il y a 100 ans, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, c'est juste extraordinaire pour ça. Et donc, au vu de tout le matériel qu'il a ramené et surtout des résultats impressionnants qu'il a découverts, lors d'une exposition universelle à Paris, celle de 1889, le monde a découvert des choses assez extraordinaires et il décide à ce moment-là de créer le musée océanographique pour, dit-il, que tous les scientifiques du monde, tous les
tous ceux qui ont envie de faire quelque chose pour la mer, mais à l'époque c'était de la science uniquement, eh bien, pouvaient venir au musée océanographique, partager le savoir, et c'était ça, cette notion de partage, et non pas chacun pour soi sa petite étude. Donc, des scientifiques du monde entier sont venus se relayer. Donc, au départ, il y avait beaucoup de recherches. C'était la première initiative, comment dire, quasi privée sur ce sujet de la mer et des océans, j'imagine, parce qu'on est à la fin du 19e, au début du 20e siècle. Et un homme seul, avec sa fortune, ses moyens, consacre. Un homme seul. C'était très singulier, j'imagine. C'était absolument très singulier. Bon, d'autant que comme aquarium, il y avait peut-être Stuttgart qui était ouvert, un tout petit aquarium, mais c'est tout. Hein, donc, on était un des premiers d'Europe, en tout cas, dans le monde. Je ne m'y risquerai pas, peut-être qu'il y en avait quelque part, mais en tout cas, pas un musée sonographique tel qu'il est conçu aujourd'hui. Et donc, il avait vraiment cette vision. Pour lui, au départ, d'ailleurs, l'aquarium, c'était plus pour la recherche. C'est devenu après un outil de sensibilisation et puis l'outil qu'on connaît aujourd'hui plus tard. Donc, ça a évolué. Et ce qui a été assez extraordinaire, je pense qu'il faut le dire, on n'imagine même pas l'étude du Gulf Stream, c'est lui le premier, hein, c'est lui qui a instauré l'application de la météorologie au milieu marin. Et une autre grande découverte, celle-ci, je ne peux pas ne pas en parler, vous avez tous entendu parler de l'allergologie. Bon, eh bien, figurez-vous que la découverte de l'allergologie, ou plutôt de l'anaphylaxie, c'est le contraire de la vaccination, c'est-à-dire que plus on est en contact avec le poison qui va provoquer une réaction, et plus on est sensibilisé, alors que le vaccin, c'est l'inverse. Et quand on est trop sensibilisé, ça fait ce qu'on appelle un choc anaphylactique, et c'est très dangereux. Eh bien ça, il a découvert grâce aux méduses, ou plus particulièrement la physalie, qui est un cnidaire de la même famille. Il a remarqué que le chien était souvent piqué, et puis il allait de plus en plus mal. J'ai oublié son nom, mais ce chien est historique. Et donc, il a lancé une expédition avec le docteur Richer et Portier, et ils ont eu le prix Nobel quand même de médecine. Et l'anaphylaxie est à la base de l'allergologie, c'est donc une découverte océanographique et non médicale. Bon, vous êtes une sacrée bonne conteuse, en tout cas, vous nous rêvez pour ceux qui n'ont pas. C'est une passion. Mais comment peut-on parler d'un musée océanographique? Parce qu'a priori, ce qui vous intéresse, c'est le vivant, mais la notion de musée. Eh bien oui, je comprends. Un musée océanographique, voilà. Parce que dans ce qu'il a ramené, nous avons, quand je vous ai dit qu'il a été donc à l'origine de la découverte d'un très, très grand nombre d'espèces qu'on ne connaissait pas. On avait ici au musée ce qu'on appelle les types, c'est-à-dire vraiment l'espèce initiale qui permet de découvrir les autres. Donc, des scientifiques du monde entier venaient. Donc, petit à petit, eh bien, il a voulu le montrer au monde entier parce que dès le départ, il s'est dit c'est une œuvre universelle. Elle ne doit pas, c'est pas simplement un caprice. C'est que j'y crois, c'est que l'avenir est là. D'une façon ou d'une autre, tout ce qu'on a cherché. On connaît mieux la surface de la Lune que le fond de la mer. C'est quand même incroyable. Donc, oui, c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Donc effectivement, cette idée, je vous dis surtout, c'est ce grand succès de l'Expo à Paris. Il s'est dit, je dois l'ouvrir au monde. Donc, l'ouvrir aux scientifiques, mais aussi aux visiteurs. Ils ont commencé par ouvrir l'aquarium parce que le vivant, c'est ce qui attire le plus au départ. Mais le musée devait être un support. Aujourd'hui, c'est un support, parce qu'un support, c'est tout aussi important puisque tous nos messages et toute notre mission, on l'a fait aussi passer au travers des expositions, de nos collections, des éditions. C'est sûr, l'attrait du vivant, ça, on n'y peut rien, c'est le plus important. C'est pas malheureusement, c'est ce qui touche le plus. Mais l'association des deux et le fait, comme je le dis, j'y accorde de l'importance d'allier l'art et la science, qui sont les deux lignes directrices de la civilisation, c'est ce que disait le prince Albert Ier. Ça apporte encore plus de force et d'ouverture, surtout aujourd'hui avec ce qu'on vit, avec cette rupture un petit peu entre guillemets avec la culture, cette anesthésie comment dire, du cerveau parfois d'être toujours confiné. Alors on a besoin d'enthousiasme, on a besoin d'apprendre, on a besoin de se nourrir la tête. Vous en parlez très bien, évidemment, et quand vous arrivez, j'imagine, en 90 à l'Institut océanographique, quand après vous dirigerez l'aquarium, les aquariums étaient un modèle de présentation du vivant très goûté par nous, les jeunes, les enfants, ça. Aujourd'hui, il y a un débat sur la question de la captivité. L'animal est devenu un sujet de préoccupation. Comment vous répondez à ce type de questionnement sur cette idée de captivité et que seront les aquariums dans les années à venir, sachant que sur un certain nombre de parcs d'attractions, ce qui n'est pas le cas évidemment de Monaco, mais je pense au delphinarium,
il y a en France l'interdiction de ce type d'établissement. Alors, comment vous vivez ce moment-là? C'est un moment intéressant aussi de la conscience que les femmes et les hommes ont de ce monde animal. Bon, d'abord, je suis très sereine par rapport à ça, parce que j'ai pu voir effectivement l'évolution de ce métier. Quand j'ai démarré, effectivement, c'était des petits aquariums parce que la technique ne permettait pas de faire des aquariums géants. Voilà. Mais par contre, dès le départ, et là, c'est même pas mon idée, j'avais eu comme challenge, je devais refaire toute une partie de l'aquarium, dont la partie tropicale avec du corail. Le corail vivant, constructeur de récifs, et aucun aquarium au monde ne savait le faire. Moi, sortant de la dorade, je ne savais même pas que ce n'était pas possible. Je m'étais dit, bon, on y va, on le fait. Et effectivement, ça a marché. Et l'idée est de reconstituer un écosystème. D'où le titre d'ailleurs de ce webinaire, c'est connaître, aimer et protéger. Parce que on ne protège que ce qu'on aime. Cette phrase existe depuis la création de l'Institut et reste toujours, cette mission reste toujours valable aujourd'hui. Donc, au départ, c'était vraiment, et c'est au musée qu'a été inventé ce qu'on appelle les paysages sous-marins, parce que les premiers aquariums, c'était des petits poissons dans les bacs, bon voilà, et on apprend, c'est de la biologie un petit peu. Ensuite est venue la notion de paysage sous-marin, c'est joli, une façon un peu moins scientifique de dire l'écosystème, c'est-à-dire tout l'équilibre. Et donc, c'était très important, comment dire, les aquariums ont un code éthique. Nous sommes organisés en réseaux nationaux, européens et internationaux. D'ailleurs, réseau que j'ai beaucoup dirigé. C'était le World Ocean Network. Il y a le UAC, l'Union européenne des aquariums européens, l'Union internationale des aquariums. Enfin, je suis une femme de réseau et de contact. Et c'est vrai que je pense que c'est ensemble, tous ensemble, avec justement, on a la même vision, la même passion aussi, c'est important. Eh bien, on peut faire quelque chose de grand. Donc, nos missions d'aquarium ont changé. Donc, entre parenthèses, du coup, ça a marché, le corail, et le fait d'avoir réussi à garder. Le corail est resté coloré. Ça est resté coloré, tout à fait. Ce qui nous a permis de reconstituer l'écosystème corallien quand on sait aujourd'hui ce qu'il subit. Donc, c'était formidable. Et il y a eu tout un tas d'autres, comment dire, d'évolutions scientifiques dans les technologies de filtration. Moi, je venais de l'aquaculture, donc j'avais ce savoir-faire aussi. Donc, j'ai appliqué l'aquaculture à l'aquariologie. Donc, aujourd'hui, on est capable de montrer vraiment la réalité de ce qu'il y a sous l'eau. Je ne dis pas dans ses dimensions, mais dans ses besoins. Je donne un exemple tout bête. Une murène, la murène classique de Méditerranée, vous ne la voyez pas nager en grande eau. Elle est normalement terrée dans une petite grotte ou sous une pierre. Alors, évidemment, il faut donner des explications. On n'a pas besoin d'un très grand aquarium pour une murène, mais je vais quand même lui donner sa petite grotte. Donc, c'est important qu'au niveau de la qualité de l'eau, au niveau de la qualité de la nourriture, des soins apportés. Vous savez que les animaux ont leur propre cuisine, une cuisine high-tech avec cocktail aux fruits de mer, salade, enfin très, très, très variés selon les espèces. Donc, nous avons ce code éthique. D'abord, le bien-être des animaux. Ensuite, reconstituer au mieux les écosystèmes. Faire toucher du doigt, si on peut dire ça comme ça, en tout cas des yeux, ce qu'il y a sous l'eau, à quoi ça sert, pourquoi il faut les protéger et qu'est-ce qu'on risque si on ne le fait pas. Et ça passe par l'émotion, ça passe effectivement par la beauté. Et moi, personnellement, je ne trouve rien de plus beau que la nature, que ce soit en mer, en montagne, c'est la nature. La nature est belle, la mer est belle. Eh bien, on recopie ce qu'il y a dans la nature et on dit voilà ce qu'il y a ou ce qu'il y avait, parce que certaines n'existent plus, et voilà ce qui risque de disparaître. Donc, pour répondre à votre question, non, on ne se sent pas directement attaqué parce que nous avons comment dire, on ne met pas, bon, c'est vrai que les mammifères marins, on leur fait faire des numéros de cirque, bon, non, des numéros de cirque. Le volume est aussi, on ne pourra jamais avoir un volume suffisamment grand, ce sont des migrateurs, donc ce n'est pas possible. On voit qu'on les utilise pour du spectacle, voilà. Alors, je ne suis pas non plus, il ne faut pas du tout spectacle, parce que parfois, c'est intéressant de faire passer des messages purement scientifiques de manière ludique. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait, il faut que ce soit beau pour toucher, il faut que ça soit drôle pour qu'on s'en rappelle, Donc, la communication est très importante, et je pense que c'est là où les scientifiques ont fait beaucoup d'efforts. Au lieu de rester dans leurs publications pures et strictes, c'est ça aussi, ils ont libéré la parole, se sont ouverts au grand public, et c'est peut-être aussi pour ça, et aux politiques, ça c'est important. Je disais que le métier a changé, je fais de la politique maintenant autant que de la science. Donc, ça, c'est important. Donc, nous avons un code éthique dans la profession.
le but ne doit pas être commercial, même si certains doivent en vivre. Le but est d'abord pédagogique, de sensibilisation. Nous avons, comment dire, obligation, hein, c'est ce qu'on signe, de travailler, par exemple, avec toutes les écoles, avec un programme approprié pour chaque niveau scolaire et jusqu'à la faculté. Je commence même avec les plus petits de 3 ans. Donc, oui, il y a une communauté qui parle de captivité, qui parle de mal-être. Je les entends, je ne jette pas ces gens en disant n'importe quoi, vous ne comprenez rien. Je les invite simplement à venir voir, à écouter, à sentir, à comprendre l'urgence qu'il y a aujourd'hui à ce que les citoyens prennent les choses en main. Et c'est ça qui a changé. C'est parce que la société civile, avant, c'était que l'affaire des politiques ou des scientifiques. Aujourd'hui, c'est notre affaire à tous. Donc, seul on n'est rien, tous ensemble, on peut tout. C'est votre côté soignante, c'est du soin, non, beaucoup plus que la captivité, en tout cas. Mais c'est du soin. Vous aviez quelques images à nous montrer, je crois, peut-être avec un PowerPoint qui raconte un petit peu à la fois l'histoire et les missions de l'Institut océanographique. Je ne sais pas si ça peut partir, si on peut l'envoyer. En fait, Knowing, c'est donc notre motto, mais ça, je vous ai déjà expliqué que c'est donc le prince Albert Ier a fondé une fondation en 1906 et qui travaille avec 2 établissements. La Maison des Océans à Paris, qui est située au cœur du quartier latin. Ah, pardon, vous passez, je dois dire de passer à chaque fois, pardon. Voilà, je ne sais pas si ça passe, mais voilà. Il y a Alors là, pardon, je vais vous dire. Donc là, on est à la Maison des Océans, donc, qui est au quartier latin à Paris et qui est le siège social de la Fondation. Je suis à 100 mètres de la Maison des Océans d'où je parle. Voilà, c'est super. Donc, c'est comment appeler ça, un hub environnemental qui héberge les grands acteurs de la protection de l'océan. On a la Fondation Albert II, la Fondation pour la recherche et la biodiversité, le CRIOB, bon bref. Et donc, elle héberge vraiment les grands acteurs. Donc, c'est la maison mère et dans laquelle il y a, dia suivante, donc surtout des conférences, des congrès. Donc on accueille plusieurs milliers de personnes lors d'événements professionnels ou grand public de haut niveau. Donc sur la gestion durable de l'océan, le climat, la biodiversité. Donc toujours, vous voyez, on est dans la sensibilisation. Dia suivante. Et le musée océanographique qui, lui, est la partie, je dirais, opérationnelle qui est située à Monaco. Donc, nous avons une fondation en fait de droit français, mais le musée se situe à Monaco. C'est le navire amiral de la fondation, je dirais, et avec ses 650 000 visiteurs par an, bon, qu'on n'a plus eu cette année, vous imaginez bien, on a été obligé de fermer. Et combien de visiteurs? 650 000 en moyenne? En moyenne, 650 000 en moyenne, oui. Bon, là, autant vous dire qu'on a fait la moitié, ce qui est déjà, on pensait faire beaucoup moins parce qu'on est allé, on a fermé, hein, on a beaucoup fermé cette année comme tous les autres aquariums. Donc c'est vraiment un lieu comment dire, cet aquarium est de renommée mondiale, donc avec combien d'espèces? Alors on a à peu près 6 000 espèces, non pardon, 250 espèces différentes au niveau méditerranéen et 400 et quelques, presque 1000 espèces, 1200 espèces différentes, si je ne compte pas les invertébrés. Rien que les coraux constructeurs de récifs, qui sont donc, nous en avons 70, rien que pour cette partie-là. Donc on n'est pas grand, c'est pas le but hein, d'être spectaculaire, mais c'est d'être juste, d'être beau, d'être attractif, de donner des sensations et surtout sortir de là avec quelque chose dans la tête. Tiens, j'ai appris ça. Tiens, et je vous donne d'ailleurs un exemple incroyable qui est un… Mais non, j'en parle après parce que sinon je vais dépasser les 3 minutes. Non, voilà. Non, vous avez le droit. Je plaisante. Donc voilà quelques belles images par exemple. Vous voyez là, c'est la vous passez, c'est bon. Là, on est à l'aquarium, donc comme on a dit, hein, on protège, la sensibilisation passe aussi par l'émerveillement, hein, quand on voit toutes ces couleurs et toute cette vie. Eh bien ça a été rendu possible grâce aux technologies de maintenance qui ont évolué au fil des années et qui a permis de présenter des espèces très, 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 très variées. Dia suivante. Et voilà donc notre grande spécialité qui est le corail, constructeur de récifs. Et nous avons construit un très grand bassin parce que quand on a démarré sur le corail, vous m'entendez? Oui, très bien. La communauté internationale des aquariums ne nous croyait pas trop. Et je me souviens très bien, ça faisait même pas 1 an que j'étais là, et ils me disaient oui, enfin les coraux, vous avez sûrement un charter qui vient toutes les 2 semaines, vous en ramenez parce que c'est impossible. Il a fallu 1 an et demi pour les convaincre et pour prouver
par un film, par des publications. Et aujourd'hui, les coraux, vous en voyez dans tous les aquariums, les grands aquariums en tout cas connus et qui présentent du tropical. À tel point que nous faisons de l'aquaculture, ce que vous voyez là. C'est-à-dire que ça croît tellement qu'on est obligé de bouturer, faire du jardinage en quelque sorte, les ensemencer, on va dire, dans d'autres bassins, et ça va nous servir à réalimenter les bassins. D'ailleurs, je vous dis juste entre parenthèses, cette technique va permettre, je suis sur un grand projet, mais je cherche de l'argent pour l'instant, qui est d'essayer de sauver plus de 1000 espèces de coraux, puisque vous savez que les récifs coralliens sont menacés de disparition si on ne fait rien. Il y a eu des épisodes de blanchissement très, très importants, beaucoup sont morts. Et donc, l'idée est de faire une banque de ces coraux, un peu comme les banques de graines, pour garder la souche mère génétiquement dans un conservatoire, que j'appellerais conservatoire mondial, qui est le réseau des aquariums du monde. Donc, un peu partout dans le monde, nous conserverions ces espèces pour pouvoir les garder dans le but de, plus tard, les remettre dans des milieux dévastés, après que les sciences les aient rendus plus résistants. Donc, il y a tout un projet, mais c'est vrai que je pense que Monaco a aussi cette envie d'être assez novateur. À chaque fois, on le voit, même dans les constructions qu'il y a ici en ville, c'est toujours les dernières technologies. Et le corail, c'est toute une aventure, et l'océan à Monaco, donc c'est important. Une autre photo, là, c'est juste pour vous montrer que, justement, pour répondre à votre question, Olivier, tout à l'heure, eh bien, un des moyens de voir que les animaux se sentent bien, c'est quand ils font des bébés. Et là, bah voilà, on a pas mal de reproduction. Là, c'est un poisson tropical. Et messieurs, je vous le dis, là, c'est un homme qui porte les enfants. Ce que vous voyez, oui, tout à fait. C'est l'homme qui porte les bébés pendant 25 jours. Alors ça s'appelle un apogon des îles Bangaï. Il vient dans des îles Bangaï, c'est une espèce qui était en danger. Et donc, j'ai décidé, comme je viens de l'aquaculture quand même, d'en faire venir quelques-uns pour travailler sur leur reproduction. C'était mon savoir-faire premier, et c'est ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, tous les aquariums le font maintenant, on ne l'achète plus. Et c'est extraordinaire ce que j'ai découvert, c'est qu'effectivement, c'est le mâle qui prend la ponte, qui garde les œufs jusqu'à l'éclosion, et qui garde les petits jusqu'à obtenir les petits bébés là qui sont la photocopie du mâle. Bon, c'est juste une petite anecdote, mais ils se reproduisent, c'est que tout va bien. Donc, ils sont en avance sur nous. Voilà. Hein. Ah, vous savez, si vous voyez tout ce que le monde animal, le monde des poissons a mis en place pour s'adapter et vivre en bonne intelligence, je me dis, moi, je prends l'être humain, je lui explique ce que font les poissons, on fait pareil, on s'en sortirait nettement mieux, vraiment. C'est d'une intelligence assez impressionnante. La couleur, simplement, de leur robe, ce n'est pas que pour faire joli, c'est pour passer des messages, c'est pour éviter des dangers, c'est pour se cacher, c'est pour se reproduire. Donc, et tout est fait en intelligence. Donc, la nature est extraordinairement bien faite. Hein. On a les exemples sous les yeux, il suffit juste d'aller en prendre exemple. Alors, image suivante, pardon. Alors, les aquariums aussi ne se contentent pas simplement de présenter des animaux. Ils ont aussi alors, chaque aquarium varie, mais à peu près tout le monde aussi travaille sur un investissement sur le milieu naturel. Donc, par exemple, nous avons construit un nouveau centre de soins des tortues marines de Méditerranée, mais aussi de soins des espèces marines en général de Méditerranée. Donc, un centre qui vient d'être construit, puisqu'il nous arrive fréquemment d'avoir des tortues, notamment blessées, qu'il faut soigner et remettre ensuite à la mer. Donc, c'est un bassin qui a été construit pour leur permettre de se réhabiliter avant d'être pucées et remises à la mer. Et puis, on en vient à ce que vous disiez tout à l'heure. Vous parliez, oui, mais aquarium, d'accord, mais un musée. Eh bien, un musée, ça permet ça. Ça permet aussi de rêver, parce que ce qui est important, c'est de faire des expositions régulièrement, au moins une fois par an, avec chaque fois un message à porter, c'est très important. Et cette exposition actuelle, qui a été faite pendant le confinement, qui s'appelle Immersion, parce que voilà, on est immergé dans des photos virtuelles, mais c'est assez magnifique. Et dans les récifs coralliens, et c'est là qu'on voit un peu, on étudie cette problématique avec des images qui font rêver. Et comme dia suivante,
Et comme je le disais toujours aussi au départ, alliance art et science, hein, c'est-à-dire c'est la volonté du fondateur, hein, eh bien, on n'a pas hésité pour chaque exposition, quand on travaillait sur la Méditerranée, par exemple, ou sur les requins, à faire appel à des artistes pour enrichir le message de médiation et lui donner vraiment une portée universelle. Donc, c'est vraiment au musée, cette alliance de la science et de l'art assure le partage des connaissances autant que la transmission des émotions, puisque c'est un premier pas vers la sensibilisation. Et puis, les collections du musée, dia suivante, pardon, les collections du musée, alors plutôt que de les montrer comme c'était à l'époque dans des bocaux, bon, c'était intéressant pour l'époque, mais c'était devenu vieillot. Et d'ailleurs, quand on parlait du musée, combien de fois j'entendais les gens dire « Oh, ben, je l'ai vu, j'y étais avec mes grands-parents quand j'étais petit. » Non, non, ça n'a plus rien à voir. C'est vivant, ça change tous les jours, ça vous apprend tous les jours et c'est moderne. Donc, d'ailleurs, il y a une phrase que j'aime beaucoup, je ne sais pas si c'est le prince qui l'a dit, c'est fier de son passé, bien dans le présent et ouvert vers l'avenir, c'est-à-dire que vers le futur. C'est-à-dire que même nos présentations maintenant sont un peu plus modernes, avec bien sûr tout le digital. Donc là, ce que vous voyez, c'est l'une des salles du musée avec une exposition sur toute l'océanographie depuis le début avec le prince Albert Ier jusqu'à Albert II aujourd'hui, les collections, et voilà, tout ça, ça donne du savoir, mais comme je vous dis, ça suscite aussi de l'émotion. Il faut dire qu'il n'a pas fait les choses à moitié, le prince Albert Ier. Si vous voyez la décoration artistique de tout le musée avec que des thèmes marins, de la tête aux pieds, c'est-à-dire du plafond au sol, il y a des mosaïques incroyables, des lustres en forme de méduses. C'est une visite à elle toute seule, une visite artistique à elle toute seule. Et puis, il y a d'autres choses, autre dia, s'il vous plaît, les aquariums publient, hein, donc nous avons choisi, comme on est dans la médiation, plutôt des ouvrages grand public pour faire apprendre au plus grand nombre donc les différentes espèces ou les différents écosystèmes. Donc, c'est aussi une façon de se faire connaître. Suivante. Et puis, donc, c'est de travailler avec les enfants. Ça, on fait beaucoup d'opérations d'éveil à la conscience écologique. C'est le développement du savoir et des actions éducatives vraiment permet aux visiteurs d'intégrer les connaissances et qui vont, eux, permettre de développer une meilleure prise de conscience. Donc, à côté des activités scientifiques, on a des animations. Elles peuvent être ludiques. Là, vous voyez, c'est ce qu'on appelle un touch pool, c'est-à-dire, voilà, c'est des enfants qui touchent les animaux, mais l'animatrice est là pour leur apporter toutes les informations. Il y a des ateliers créatifs utilisant des moyens de visite virtuelle modernes, des visites guidées, des ateliers ludiques, même des anniversaires et des arbres de Noël. C'est pour ça que je vous dis, on peut allier les deux, mais aussi, comme je vous l'expliquais, beaucoup d'actions avec l'éducation nationale, aussi bien française que monégasque, et même italienne, où on reçoit énormément d'écoles, on recevait, puisque nos ateliers permettent de se substituer aux travaux pratiques qu'ils pourraient faire chez eux en classe. Et puis, dia suivante, on va plus loin parce qu'on a aussi une responsabilité sociétale quelque part, comme l'accent est mis sur les jeunes, qui sont les explorateurs en herbe, les futurs ambassadeurs des océans. On a créé ce qu'on appelle le Snapper Club, c'est-à-dire que l'Institut propose des stages d'éducation à l'environnement pendant les vacances scolaires. En immersion, c'est des enfants de 8 à 12 ans qui se mettent complètement dans la peau d'un aquariologiste et qui va vivre un petit peu tout ce qu'on vit et comment vit un musée pendant une semaine. Eh bien, en collaboration avec l'Éducation nationale française, monégasque et la princesse Charlène de Monaco, on a créé un concours annuel à destination des classes issues des zones défavorisées ou sensibles. Et on appelait ça Snapper pour tous. Certains de ces enfants n'ont même jamais vu la mer. Donc, bon, je vais court, je n'explique pas en quoi consiste le concours, mais enfin, la classe lauréate passe à ce moment-là 2 jours à Monaco, au contact de l'océan, avec des observations de mammifères marins, des randonnées palmées, une rencontre d'une personnalité engagée pour l'océan. Voilà. Vous me dites, Olivier, si je dois aller plus vite. Non, mais vous avez presque terminé là, non?
Oui, pratiquement. Mais je vais arriver à un rôle important. Je vais aller plus vite. Bon, là, c'est juste pour dia suivante, pardon, pour dire que depuis 1948, l'Institut décerne tous les ans à une personnalité du monde de la mer la grande médaille Albert Ier, qui est une médaille reconnue mondialement. D'ailleurs, là, sur la photo, on a Hélène MacArthur. Parmi les médaillés, il y a eu Monsieur Cousteau, bien sûr. Il y a eu Leonardo DiCaprio. Donc, ce n'est pas que des actions scientifiques, mais des actions aussi de médiation pour faire connaître les océans. Donc, et voilà, j'en arrive, dia suivante, au travail des réseaux et des aquariums. Là, c'était justement une campagne que l'Europe voulait lancer et ils nous ont contactés pour simplement faire partie en fait de cette campagne. Et en discutant, j'ai vu que je pouvais les aider avec les réseaux qu'on avait déjà en place. Et l'idée, c'était une campagne mondiale, les aquariums du monde contre les déchets marins, puis contre les plastiques. Donc l'Institut a fédéré des centaines et des centaines d'établissements et ça a été lancé par Carmen Uvela, qui était le commissaire à la pêche, européen à la pêche, pour la grande réunion politique incontournable Our Ocean de 2017. Et c'est là qu'il s'est dit, mais on peut peut-être faire quelque chose avec les aquariums. Et il a raison, puisque les aquariums du monde touchent tous les ans près de 800 millions de visiteurs. On a le pouvoir d'atteindre 800 millions de personnes. Donc, on a le devoir de faire quelque chose et de s'unir une fois de plus pour que ce soit plus parlant. Donc, chaque aquarium membre de cette coalition mondiale, passez la dia suivante, s'il vous plaît, eh bien, devait faire quelque chose en utilisant les mêmes messages. Là, vous voyez, les aquariums du monde contre le déchet marin. On a choisi de faire par un artiste, puisqu'on veut mélanger art et science, un aquarium de déchets. Avec l'artiste qui est Philippe Pasqua, qui est connu, donc vous reconnaissez peut-être le prince de Monaco, et l'artiste et le commissaire. Donc, ça a été un lancement qui s'est fait donc au musée océanographique, puisqu'on les a aidés en grande pompe, je dirais, avec une grande mobilisation des médias. Donc, voilà, c'est le genre de choses qui fait du bruit, puisque tous les aquariums qui étaient dans ce réseau, au même moment, lançaient cette opération. Du coup, ça a tellement bien marché, dia suivante, que eh bien, cette année, juste avant le confinement, l'Union européenne a voulu faire la même chose cette fois pour un autre point très important dont on ne parle pas assez, et qui est la biodiversité, parce que c'est aussi l'autre problème. On parle de changement climatique, bien sûr. La biodiversité est directement liée au changement climatique aussi, bien sûr, mais quand on vous parle là de ce mot-là, barbare, ça ne dit rien à personne. C'est tout aussi obscur que le changement climatique il y a 10 ans en arrière. Et ça, c'est très important car il y a une véritable perte de biodiversité et c'est une fois de plus par l'action, et je répète, l'action commune qu'on peut faire quelque chose. Dia suivante, là, c'est toujours pareil pour expliquer là, que c'est un autre réseau, celui-là qui a été, ça fait partie de mes missions, qui a été réalisé un réseau toujours d'aquariums international qui sont tous engagés à sensibiliser le public aux aires marines protégées de Méditerranée et surtout leurs besoins de financement. Donc, comment ça marche? La Fondation Albert, parce qu'il faut peut-être qu'on abrège là, la Fondation Albert Albert Ier fait beaucoup de choses à l'étranger aussi. Et il me semble que sur les aires marines protégées, vous avez, dans le domaine international, une action assez forte. Vous êtes généreux d'ailleurs. Hein, c'est ce que je suis en train d'expliquer. On tombe juste sur cette dia parce qu'effectivement, Monaco, la Tunisie et la France ont créé un fonds environnemental, une association, qui gère un fonds environnemental et ça s'appelle MedFund. C'est une association de droit monégasque pour le financement des aires marines de Méditerranée. Et l'idée, c'est que, vous allez me dire, d'accord, mais quel est le rapport avec l'aquarium? Que font les aquariums, à part en parler, bien sûr, dans les différents bassins? Eh bien, ils font de la sensibilisation, parce qu'avec des outils communs que nous utilisons, mais aussi tous ceux qui peuvent, reversent, par exemple, le musée océanographique reverse 5 centimes par billet d'entrée à ce fonds environnemental. Je prends l'aquarium de Bâle, eh bien lui, ils appellent ça le franc volontaire, c'est-à-dire qu'ils vont leur dire, voilà, c'est à 16 francs, mais en fait, il y a un franc pour les aires marines. Vous voulez qu'on les enlève? 99% disent non, donc ça aussi, ça va
ça va directement au financement. Et d'autres aquariums que j'ai donc amenés à notre cause et qui, chacun par leurs moyens, et sensibilisent et donnent de l'argent à ce fonds qui sert donc à financer des aires marines, surtout dans la zone sud et est, pour ne citer que la Tunisie, qui a été très très bon élève avec le premier qui était les îles Curiates, hein, qui ont été et depuis donc Medfund va financer l'île Curiate, Zambra, Zambretta, Knayes et une cinquième, la Galite. Voilà. Donc, et ça, c'est très intéressant comme fonctionnement parce que c'est une co-gérance. Il y a parce que ce qui se passe, on donne de l'argent pour les aires marines protégées. L'Europe donne de l'argent. Ils vont donner ça pendant 3 ans et puis ensuite, le temps de on se mette à gérer cette aire marine, qu'on achète, je ne sais pas, un Zodiac pour pouvoir faire de la surveillance, un peu de suivi scientifique. Les 3 ans passent, il n'y a plus d'argent, on n'a même plus d'argent pour mettre de l'essence pour faire le suivi. Donc, c'était ça l'idée du Medfund, c'est d'avoir un système pérenne et qui en même temps engage le maximum d'États. Et là, cette pérennité, elle vient aussi de ces différents réseaux qui s'impliquent. Et c'est la cogestion, c'est-à-dire que l'argent est donné. C'est un travail commun entre, si je prends l'exemple de la Tunisie, c'est un organisme administratif qui s'occupe des aires marines, entre autres, comme la PAL, et une ONG ou une association. Donc, on est dans l'associatif et on est encore une fois avec l'action des citoyens. C'est eux qui gèrent au quotidien et la majorité des fonds vont d'ailleurs à ces ONG. Je prends l'exemple des Curiates, où c'est l'ONG Le Grand Bleu qui gère parfaitement bien d'ailleurs. Nadia, voilà. Et j'arrête. Oui, non, vous n'arrêterez jamais parce que c'est passionnant en plus. Mais j'ai des questions du public. Oui. Apparemment, il y a beaucoup de monde qui nous regarde, mais surtout de vos anciens compatriotes. Hein. Vous êtes toujours tunisienne et un peu française, mais non, mon pays de cœur, je le dis, je suis très très claire par rapport à ça, reste la Tunisie. Alors, je dois beaucoup à la France aussi, c'est certain, mais trois questions. Est-ce que vous avez des coordinations, vous avez un peu répondu déjà à la question au niveau de l'Institut océanographique avec les autorités tunisiennes. Je salue d'ailleurs la nomination d'une secrétaire générale. Oui, j'ai vu. Hein, qui a été nommée il y a quelque temps. Est-ce que vous avez donc des coordinations avec les autorités tunisiennes? Alors, il y a des passionnés des coraux et qui s'inquiètent de savoir si les coraux des mers territoriales tunisiennes sont des espèces rares, menacées, plus menacées que d'autres, les coraux tunisiens. Et enfin, la crise sanitaire de la Covid a-t-elle impacté d'une manière positive ou négative la biodiversité maritime dans le monde entier? Alors, 3 questions. D'accord. Alors, première question, les interactions, oui, absolument. Moi, mes plus belles années restent mes années de vie en Tunisie. C'était très important. Si j'ai choisi l'aquaculture, au départ, je ne pensais pas vivre en France, je pensais revenir en Tunisie parce que l'aquaculture connaissait un vrai essor. Donc oui, j'ai d'abord gardé tous mes amis, mais aussi rester en contact avec... faire savoir ce que je faisais, que j'étais dans le milieu. Et d'ailleurs, j'ai travaillé la main dans la main avec l'INSTM pour reconstruire l'aquarium de Salambo, qui aurait besoin aujourd'hui d'être refait à nouveau. Donc, je suis quand même restée en contact avec le milieu. Salambo, il y aurait un projet à faire peut-être, non? Il n'y a pas un projet à faire. Je pense que franchement, c'était mon rêve depuis 10 ans et c'est ce que je le dis, un pays comme la Tunisie, 1200 km de côte, des écosystèmes aussi riches et variés, il y a de quoi faire le plus bel aquarium d'Afrique au moins. Mais alors, bon. attendez, bougez pas, parce qu'il y a j'ai un autre commentaire là, j'en profite. Un auditeur nous dit: je n'ai pas complètement compris les actions qui ont été faites ou se feront dans les îles de Zembra et Zembretta. Pour ceux qui ne connaissent pas, Zembra, c'est la grande île qu'on voit de la banlieue nord, entre autres, de Tunis. Et puis Zembretta, c'est la petite île qui est à côté. Qu'est-ce que vous faites avec ces 2 îles magnifiques d'ailleurs? Alors, donc c'est dans 2 îles magnifiques. Des îles, surtout, moi je connais Zambra, j'ai pas mal plongé là-bas, donc même au niveau terrestre, il y a une biodiversité extraordinaire et au niveau marin aussi. Donc, il est très important de protéger cet écosystème parce que quand on voit ailleurs, moi je trouvais même des requins en nageant parfois dans le sud, vers Nabeul et Hammamet. Aujourd'hui, il n'y a vraiment plus rien. Donc, c'est très, très important, effectivement, de les protéger. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec Zambra?
toutes les opérations qu'on fait dans une aire marine protégée, faire en sorte qu'il n'y ait pas de pêche, faire en sorte qu'il n'y ait pas de pollution, surveiller, suivre la population, voir s'il y a certaines espèces qui disparaissent ou qui, au contraire, prolifèrent. Donc, on va redonner vie encore plus à et éviter tout ce qui est braconnage. Donc, vraiment la protéger pour pouvoir maintenir la biodiversité de ce milieu. Le corail, le corail tunisien est-il en danger? Mais en général, le corail d'ailleurs. Alors, attention, le corail qu'on trouve en Tunisie n'a rien à voir avec le corail dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un corail constructeur de récifs. C'est dans les tropiques, là où il fait chaud. Le corail rouge, c'est le même principe, c'est-à-dire que le corail, en fait, c'est un animal qui vit en symbiose, c'est-à-dire ensemble, avec une algue. Cette algue, par la photosynthèse, elle va lui donner à manger. Et lui, en retour, il lui donne le gîte, la maison, et construit effectivement un petit squelette, et c'est le fameux squelette rouge qu'on connaît, donc le corail rouge. Mais le corail rouge, contrairement au corail tropical, lui n'aime pas la lumière, donc il vit plutôt dans les zones profondes, autour de, ça dépend où, mais bon, c'est plutôt dans les zones profondes, protégées, sous des cavernes, ou en tout cas où il n'y a pas beaucoup de lumière. Et pour répondre à votre question, donc c'est le corail rouge de Tunisie, surtout présent à Tabarka, qui est beaucoup pêché d'ailleurs à Tabarka. Et la réponse à la question, alors il n'est pas encore déclaré comme espèce en danger, parce que vous savez, ça s'appelle la CITES. Si une espèce est déclarée CITES 2, on ne peut même pas la sortir de l'eau. Ce n'est pas le cas. Et il y a eu des tentatives à un moment parce que oui, il y a eu beaucoup, de pêche. Les pêcheurs allaient de plus en plus profond pour uniquement les bijoux. Donc effectivement, oui, je donne un cri d'alarme. Je ne peux pas dire en tant que scientifique que c'est en danger imminent, mais si on ne fait rien, effectivement, ça le sera. Et dernière question, la Covid et l'océan. La Covid et l'océan. Eh bien, écoutez, ça devrait pourtant répondre à toutes nos questions, ce qui s'est passé là. Je pense que ça a été le cas en Tunisie comme partout ailleurs. Vous avez dû remarquer que, je dirais, à part ce silence où on n'entendait plus les voitures, les klaxons, c'était formidable, il y avait un autre bruit, le bruit de la nature. Et on a vu, en tout cas au niveau marin, réapparaître des espèces, bon, c'est pas qu'elles sont venues, ne sont pas apparues comme ça par l'opération de Saint-Esprit, je veux dire, elles se sont rapprochées des côtes. On a eu même pas mal d'espèces de requins qu'on a vu, qu'on ne voyait plus. Donc, effectivement, il est clair et net, mais c'est certain, et c'est ce qui prouve du coup qu'une aire marine protégée stricte fait son travail, que si on met à l'arrêt les activités humaines, la vie reprend. Moi, je ne m'inquiète pas pour la planète. La planète, elle nous survivra. C'est nous qui allons disparaître. C'est ça que l'homme ne veut pas comprendre. Si on veut faire quelque chose, c'est pour nous protéger, nous. Et pour nous protéger, nous, il faut protéger la biodiversité. Et effectivement, sur la biodiversité, ça a prouvé, bien sûr, c'est vite reparti, ce n'est pas que quelques mois qui suffisent, mais en tout cas, ça a prouvé d'une manière irréfutable pour ceux qui doutent encore qu'effectivement, quand on lui fiche la paix, elle a un pouvoir de résilience extraordinaire, la nature, et elle se refait, et elle n'a pas besoin de nous. Nous en faisons partie, tout simplement. Merci. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de vous voir à Paris dans les jours qui viennent, mais d'abord, je voudrais vraiment remercier l'Institut océanographique, son directeur Robert Calcagno, que j'aurai l'occasion de rencontrer la semaine prochaine, ainsi que le Prince. Le Prince sera d'ailleurs à Paris lundi à l'invitation du président Macron pour le One Planet Summit. Donc, vous voyez, les échanges sont à haut niveau. Et je crois qu'on me dit qu'il y a peut-être une dernière question. Je ne sais pas si elle vient. Mais en tout cas, je voulais beaucoup vous remercier parce que pour ce qui est de faire connaître, vous connaissez très bien. Oui, la question, c'est sur l'île de Kerkna. Est-ce que c'est une aire marine protégée, Kerkna? Non, Kerkna n'est pas encore une aire marine protégée. Mais bon, il faut voir, il y a d'autres soucis à gérer à Kerkna parce que, effectivement, pour nos auditeurs. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais ça pourrait le devenir si demain elle est en danger. Mais pour l'instant, il y en a qui le souhaitent, mais il faudrait d'abord commencer par éliminer les pollutions, par éliminer tout un tas de choses. Mais aujourd'hui, elle n'a pas ce statut-là. Mais un endroit tout à fait magnifique. Voilà, faire connaître. Absolument. Aimer, je crois que vous êtes vraiment, vous avez fait une superbe déclaration d'amour à la nature, à cette nature animale, à ces océans, et puis protéger, en effet, c'est notre mission à tous. Je voudrais remercier évidemment aussi toute l'équipe de la Saison Bleue là, qui est autour
de ce webinaire, tous ceux qui nous écoutent par centaines. Et c'est vraiment évidemment extrêmement encourageant pour nous de pouvoir parler à l'ensemble du monde, parce qu'il est 15 heures, donc ça permet d'Asie jusqu'aux Amériques de toucher quelques membres du Club Bleu. Vous dire en effet que le forum de Bizerte se tiendra comme il se tient chaque année, mais en octobre cette année. Saluer Mehdi Benage, qui est notre vice-président fort actif dans le cluster maritime. Et puis, je voudrais dédier ce petit webinaire à quelqu'un qui est parti et qui est le papa de la présidente de la saison bleue, Rim Benzina. Je voudrais saluer la mémoire de Faisal Benzina, qui était un vétérinaire de grand renom et qui était aussi le fils de Taïda Benchir, la première femme arabe qui était jamais médecin. Voilà, donc les soins, les scientifiques, veillons à cette nature, et je pense que si vous allez à Monaco, vous aurez le même plaisir que moi la semaine prochaine, c'est à pouvoir partager ces moments d'émotion avec des passionnés comme Nadia Ounaïs, que je remercie encore infiniment pour cette passion qu'il a depuis quelques années. Allez, à bientôt. Merci à tous nos amis bleus. Et puis, rendez-vous pour le 3e webinaire. On ne sait pas encore avec qui, mais ça sera, j'espère, aussi bien qu'avec Nadia. Allez, au revoir. Merci, au revoir à tout le monde. Merci. Voilà. Ciao. Merci Nadia. Oui, très bien.